Bien, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de l'offre QDI, plus précisément de la partie Data Warehouse Automation. On va le voir au fil de la démo, bien entendu. Et hop, voilà, très bien. Et donc on va parler de ce que c'est que le Data Warehouse Automation pour nous, qui est un des use cases majeurs que l'on rencontre chez nos clients. Et à travers ça, évidemment, nous allons découvrir les différents outils et le portfolio de Click Data Intégration. Alors, Click Data Intégration, donc ça fait partie aujourd'hui du portfolio évidemment global de Click, qui est un portfolio très très large et qui ne cesse de s'étoffer. D'ailleurs, il y a encore eu des rachats très récemment. Donc voilà l'écosystème global, on va dire, de l'offre Click. Dans la partie droite, la partie historique avec Click Data Analytics, hein, donc essentiellement ClickSense aujourd'hui, donc ClickView historique et ClickSense aujourd'hui. Dans la partie droite, Click Data Intégration, donc qui est une intégration plus récente, qui est le résultat du rachat par Click de la technologie d'une société Attunity il y a 2 ans, grosso modo, avec des outils sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. Et puis un autre outil qui va prendre progressivement une place de plus en plus importante, qui s'appelle Click Catalog, qui est un outil qui va nous permettre à la croisée des deux mondes, je dirais. Donc ici, nous avons le monde de l'intégration de la donnée brute pour la rendre utilisable dans le domaine analytique. Ici, on a évidemment l'analytique. Et au milieu, donc, on a l'outil qui va nous permettre de cataloguer, de référencer en un lieu central toutes les données pour que les utilisateurs finaux, surtout dans un mode self-service, puissent facilement retrouver les données, comprendre d'où elles viennent, comprendre la qualité avant de les utiliser. Alors, je vais essayer de faire très très vite sur la partie présentation pour consacrer un maximum de temps à la présentation des outils. Alors, la présentation d'aujourd'hui et le cheminement que l'on va suivre ensemble va consister en fait à la mise en œuvre de deux outils de l'offre Click Data Intégration dans un contexte d'automatisation de Data Warehouse. Alors, là, on a les grandes étapes en fait sur la création d'un data warehouse en mode agile avec un outil d'automatisation. Les grandes étapes, évidemment, la première étape, ça va être d'aller chercher les données brutes. Avant d'alimenter un data warehouse, mais il faut d'abord qu'on se connecte aux différentes sources et qu'on récupère les données qui nous intéressent. Alors ça va être le rôle du premier outil que l'on va voir, qui est un outil qui s'appelle Click Replicate, premier outil de la série que l'on va couvrir. C'est un outil de réplication en temps réel basé sur la technologie CDC. CDC, c'est Change Data Capture. Le principe général, en tout cas sur le papier, c'est extrêmement simple. Dans la pratique, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Dans la partie gauche, ici, j'ai toutes les sources de données auxquelles on va pouvoir se connecter. Alors là, il s'agit de toutes vos sources de données, qu'elles soient internes, externes, on-prem, dans le cloud, peu importe la typologie, que ce soit du SAP, que ce soit des applications comme Salesforce ou autres. Donc on va venir se connecter à un certain nombre de sources de données que l'on supporte en technologie CDC et on va récupérer en fait les données de ces sources pour les répliquer à l'identique et en temps réel, en quasi temps réel selon les technologies, vers une autre base de données par exemple, mais dans une technologie évidemment qui peut être différente. Hein. On peut tout à fait partir d'un mainframe dans la partie gauche on-premise et puis aller dans, je sais pas, Snowflake dans le cloud, ça pose aucun souci. Donc d'aller délivrer ces données vers une base de données, un moteur de streaming type Kafka ou Hadoop hein, si on part sur un projet type Big Data. Au milieu, Replicate va évidemment s'occuper de tout. On va pas couvrir tous les aspects techniques ici dans cette démonstration. On va essayer d'insister sur des points qui sont à mes yeux importants. Le premier, on va le voir très vite dans la démo, c'est la facilité d'usage, la facilité avec laquelle on crée une tâche de réplication, tout en ayant évidemment quelque chose de fiable et robuste. Le footprint, qui est un élément très important sur les outils de réplication. Le footprint, c'est l'impact en fait que l'on a sur le système source. Eh bien, nous, sur le système source, primo, on va pas vous demander d'installer quoi que ce soit, à part quelques rares exceptions techniques. On se connecte sans aucune modification du système source. Le second élément de footprint important, c'est sur les performances. Donc on va en fait avoir un impact très minimal sur les performances du système source grâce à la technologie Change Data Capture qui s'intéresse aux logs des bases de données que l'on réplique et pas aux tables elles-mêmes. Donc on ne va pas accéder aux tables de données, mais aux logs pour faire la partie réplication. On verra également au fil de l'eau tous les autres éléments techniques qui sont ici, hein, par exemple le fait que les cibles, les bases de données cibles, les tables dans les cibles de données sont créées automatiquement et maintenues automatiquement si les sources venaient à changer. On va évidemment automatiser le mapping des données si on est dans des environnements qui ne sont pas les mêmes au départ et à l'arrivée. La transformation sera automatique. Voilà, un certain nombre d'éléments techniques sur lesquels on reviendra. Donc ça va être le premier module que l'on va voir, la partie réplication, qui va nous permettre d'aller chercher des données dans un système source, là où elles se trouvent, pour les emmener vers une cible. Une fois qu'elles sont dans cette cible, on retrouve deux, trois grands use cases en fait chez nos clients.
Le premier grand use case consiste à s'arrêter là finalement et à répliquer une base de données parce qu'on a besoin d'avoir une copie de la base de données maintenue en temps réel, parce qu'elle sert à d'autres applications, parce qu'on n'a pas envie de charger le système source et que si on veut faire des queries, on préfère les faire sur une base répliquée que le faire sur la base d'origine. C'est ce qu'on appelle le query offloading, qui est très courant dans les mainframes par exemple. Ensuite, les autres use cases très courants que l'on retrouve, c'est d'utiliser Replicate comme étant simplement le premier pas pour alimenter une base de données à partir de laquelle on va créer un data warehouse. Et c'est ce qu'on va voir nous dans notre scénario de démo. On va alimenter une base de données qui aura un rôle de ODS, Operational Data Store. Donc on va en fait y répliquer les données sources et c'est de là qu'on va partir pour créer un data warehouse. On va le voir tout de suite. Le troisième grand use case, évidemment, c'est le data lake. On utilise Replicate pour emmener ces données vers un data lake avec évidemment tous les éléments techniques sont automatiquement pris en charge et on verra plus tard qu'il existe également un outil qui permet d'automatiser la remodélisation ou en tout cas la remise en forme des données dans le data lake pour les rendre facilement accessibles aux utilisateurs finaux et consommateurs. Alors, première étape, j'ai récupéré mes données sources, j'ai alimenté un ODS dans mon scénario. La deuxième étape, elle va être de faire le design et la création du data warehouse. Ça, c'est un outil qui s'appelle Compose pour Data Warehouse. Créer un data warehouse, c'est beaucoup de tâches techniques, évidemment. Alors, pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez bien, c'est énormément de choses techniques. Générer des clés techniques intérieures, gérer les dimensions, gérer le fait que les attributs de dimensions évoluent dans le temps, gérer qu'on a quelquefois des dimensions qui arrivent après le fait, etc. Tout un tas d'éléments techniques. Gérer le fait que quelquefois les données sont pas correctes et qu'il faut soit les rejeter, soit les transformer. Toutes ces tâches, en fait, on va les automatiser et c'est le principe même de l'automatisation de Data Warehouse. On va partir de Replicate qui va en fait nous alimenter à travers l'ODS. Et une fois que les données sont disponibles dans l'ODS, eh bien, on va, en se basant sur les best practices de modélisation de data warehouse, générer automatiquement tout le code qui est nécessaire à la création d'un data warehouse et d'un data mart. Donc ça, on va le voir ensemble. Toutes les tâches intermédiaires sont générées automatiquement, les contrôles de qualité, le mapping de la donnée, la transformation évidemment de la donnée, pour in fine créer un data warehouse dans une des bases de données cibles que l'on supporte pour la modélisation de data warehouse. Le principe, c'est de travailler en mode agile. La promesse, c'est qu'on va générer 80% du code nécessaire à la création du data warehouse. Il vous restera en gros les 20% qui sont la customisation que vous allez faire sur votre data warehouse. Donc la règle de calcul, elle est très simple. On crée un data warehouse 5 fois plus vite avec un outil de data warehouse automation qu'en le faisant en technologie traditionnelle type ETL. Mais un data warehouse, c'est pas seulement quelque chose qu'il faut créer, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Dès que vous avez fini un data warehouse, dans la semaine qui suit, vous avez déjà les premières demandes de modification du data warehouse. Même chose, grâce à cette méthodologie agile où on prend en charge tous les éléments techniques, on va vous aider en fait à être beaucoup plus agile sur la vie de votre data warehouse. Une fois ce data warehouse créé, évidemment, on va aller s'y connecter. Sur la démo, on utilisera évidemment ClickSense. On va générer un modèle en étoile tout à fait traditionnel. Alors pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que la roadmap en fait des outils Click Data Intégration, elle est double. Elle est évidemment de s'intégrer au mieux à l'écosystème de Click. Et au fil du temps, on verra des automatisations énormes entre Click Data Intégration et ClickSense. On générera un data warehouse, mais on générera l'application ClickSense en même temps de manière automatique. Pour autant, un des points stratégiques majeurs, c'est que Click Data Intégration restera un outil ouvert. Donc on peut tout à fait utiliser les modèles en étoile ou les data lakes que nous allons créer avec des outils autres que ceux du portfolio de Click. Et puis dernière étape qu'on verra dans la démo, c'est comment ça se passe en termes de mise à jour. Une fois le data warehouse créé, donc notre point de départ, ça va être un ERP pour la démonstration. Une fois le data warehouse créé, il est important de pouvoir l'actualiser facilement et fréquemment. Et c'est là aussi qu'on verra la force de l'outil de réplication. Donc Replicate va nous permettre d'identifier uniquement les données qui ont été modifiées dans le RP au fil de l'eau et en temps réel. Et on va accumuler ça, donc toutes ces modifications en attente dans un ODS. Ce qui fait que quand on va actualiser le data warehouse, en fait, on n'aura pas besoin de relire le RP, on n'aura pas besoin de reprocesser toutes les données. On ne va traiter que les données qui ont été modifiées et qu'on a identifiées grâce à l'ODS et donc grâce à l'outil Replicate. Donc voilà pour la présentation. Je ne vais pas vous embêter plus avec du PowerPoint. On va passer à la démonstration. Donc voilà le fil de la démonstration d'un point de vue plus technique. J'ai un ERP qui va être ma source de démonstration. Je vais utiliser Click Replicate pour alimenter un ODS. On va le voir en chargement initial, puis en change data capture après modification de données. Et cet ODS va me servir de point de départ
pour Compose Data Warehouse pour modéliser un Data Warehouse et un Data Mart que je vais ensuite mettre à disposition dans ClickSense. Alors, première étape sur la réplication de données. Donc là, je suis dans l'outil Click Replicate, qui est donc l'outil de réplication en temps réel de données. Donc, je vous l'avais promis, un des points majeurs, c'est la facilité évidemment de mise en œuvre. Je vais ici créer une tâche de réplication, donc je vais lui donner un nom. Je vais indiquer ici le sens de la réplication. Dans l'immense majorité des cas, une réplication, c'est unidirectionnel. J'ai un système source, un système cible, évidemment, qui est mis à jour automatiquement. On peut faire du bidirectionnel, c'est un cas d'usage un peu plus particulier, moins fréquent. J'ai les bases A et B, et les deux bases en fait s'auto-synchronisent. Quand je modifie dans A, ça se répercute dans B, et quand je modifie dans B, ça se répercute dans A. C'est moins courant, mais ça existe, ça fonctionne très bien. Et puis j'ai enfin le logstream qui me permet d'avoir une source que je surveille et autant de cibles que je souhaite répliquer en temps réel, potentiellement dans des technologies différentes d'ailleurs. Je peux alimenter à la fois un data warehouse, un data lake, des données, je sais pas, un fichier plat, enfin peu importe. Donc pour ma démo, je vais m'en tenir à une réplication unidirectionnelle d'une source vers une cible. En termes d'étapes dans la réplication, la première étape de la réplication qu'on appelle ici le full load va en fait consister à créer le système cible qui va recevoir les données, créer les tables dans le système cible et puis faire un chargement initial de la donnée. Je vais vous montrer, je vais passer sur un client SQL pour vous montrer l'état actuel des données. La base MySQL qui est ici, c'est ma source de données. Donc j'ai mon petit ERP de démonstration qui est ici, avec ici une vingtaine de tables. C'est de la démonstration, c'est tout petit. Ma cible, c'est SQL Server, donc je vais de MySQL vers SQL Server, et j'ai une base de données qui s'appelle ODS, j'ai créé un schéma qui s'appelle Sales, et j'ai ici, pour l'instant j'ai rien, donc j'ai pas de table. Et donc c'est là que je vais créer mon ODS, qui me servira à alimenter plus tard mon Data Warehouse. Pour l'instant, je n'ai pas de table. Je reviens à Replicate, donc le full load va créer automatiquement les tables dans la base de données cible et va envoyer les données dans le système cible. Les deux autres options qui sont ici, c'est ce que je souhaite faire lorsque les données évoluent dans mon système source. Si quelqu'un modifie des données dans mon système source, évidemment dans un ERP ça arrivera sans arrêt ça. Qu'est-ce que je souhaite faire? Eh bien je vais appliquer ces modifications, donc je vais mettre à jour ma copie de données et je vais également stocker les changements. Donc stocker les changements d'un point de vue technique, ça revient quelque part à créer une espèce de base log dans laquelle j'ai toutes les modifications techniques que le CDC a identifiées. On verra que pour l'actualisation de Data Warehouse, c'est extrêmement efficace puisque ça me permet de ne mettre à jour dans le Data Warehouse que ce qui a changé sans avoir besoin de refaire un chargement global. Donc je vais créer ma tâche sur le serveur de réplication. Pardon. Donc la tâche se crée, je vais indiquer, je voulais insister encore une fois sur la facilité de mise en œuvre. L'interface que vous avez ici est la même, quelle que soit la source et quelle que soit la cible. Ici, dans la partie gauche, vous voyez des sources et des cibles de démo, hein, c'est pas une liste exhaustive. On définit la source et la cible au préalable. Alors définir une source ou une cible, c'est une connexion simplement. Hein. C'est de lui dire voilà la base de données vers laquelle je veux me connecter, voilà sous quel profil je veux me connecter, voilà le mot de passe hein, pour faire simple. Donc là, je veux répliquer des données de MySQL vers SQL Server en cible. Donc j'indique une source, une cible. Je vais lui indiquer quelles sont les tables que je souhaite répliquer. Donc en partant du schéma de mon ERP, je vais sélectionner les tables que je considère utiles pour mon Data Warehouse. Donc, je vais prendre ces 8 tables-là parce que je les connais, je sais qu'elles sont nécessaires. Donc, deux façons de procéder ici. Soit je choisis les tables. Donc là, je limite le périmètre de ma réplication aux tables que j'ai choisies, bien entendu. Soit j'utilise ce qu'on appelle ici des patterns. Les patterns me permettent en fait de définir une approche plus globale, de lui dire par exemple, prends toutes les tables dans ce schéma, sauf celles dont le nom commence par membership, par exemple. Si on travaille en pattern, ça veut dire que si vous créez une nouvelle table dans le système source, elle sera automatiquement ajoutée à la tâche de réplication, automatiquement créée dans la cible et automatiquement alimentée en données, bien évidemment. Donc voilà, j'ai choisi le système d'origine, le système de destination, j'ai sélectionné des tables, bien ma foi, c'est tout. Là, j'ai fini ma tâche de réplication. Je peux l'exécuter. Donc la tâche de réplication s'exécute. Alors évidemment, c'est des petites tables, hein, donc ça va vite. Si je retourne jeter un œil dans mon client SQL, eh bien, on va voir que les tables ont été créées dans le système de destination, donc qui est ici SQL Server. Et puis si j'ouvre une table au hasard, évidemment, les données ont aussi été transférées.
Donc là, ça m'a transféré des données. Pour autant, la tâche n'est pas terminée. Si je reviens à Replicate, la tâche de réplication est toujours vivante. Et en fait, elle reste active sur le serveur parce qu'elle est maintenant passée en change processing. Donc là, le change processing, elle est en train de surveiller les logs de la base de données d'origine pour voir si quelque chose est modifié dans les données ou dans la structure, puisqu'on ne réplique pas que les données, on réplique aussi la structure de la donnée, la structure des tables. Et si une donnée est modifiée ou si une structure est modifiée, eh bien évidemment, on va venir exécuter la même modification dans le système de destination. Donc là, la tâche a fini le full load, elle est passée en change processing. On va y revenir dans quelques minutes au change processing quand on verra un exemple d'actualisation de Data Warehouse. Donc voilà pour la première partie de la démonstration sur Replicate. J'ai pris un ERP et j'ai répliqué des données vers une zone ODS. Donc mon ODS pour l'instant contient les données de mon ERP. Alors c'est statique, pour l'instant les données ne changent pas, on simulera tout à l'heure un changement de données. Je vais maintenant passer à Compose Data Warehouse pour modéliser un Data Warehouse et un Data Mart. L'outil Compose, le voilà. J'ai déjà défini les connexions, donc je me suis déjà connecté ici à l'ODS que je viens de créer avec Replicate, et j'ai déjà prévu un espace, donc un schéma dans une base de données qui est vide pour l'instant, dans lequel je vais créer mon Data Warehouse. Donc, première étape, je vais lui décrire les données sources sur lesquelles je vais travailler. Il s'agit ici d'une modélisation de Data Warehouse en typologie Data Vault, qui en fait part de la source. Donc, on va modéliser les sources de données pour créer une modélisation de Data Warehouse de type Data Vault. Alors pourquoi Data Vault? Parce que c'est le format qui est le plus confortable et le plus efficace pour gérer l'évolution des données dans le temps. Mais on va y revenir dans une minute. Donc, je vais lui demander évidemment de se connecter aux données de l'ODS que je viens de créer. Je vais à nouveau lui demander d'utiliser les fameuses 8 tables. Donc là, il va analyser la structure de mes tables et les relations évidemment qui existent entre ces tables pour me proposer en fait un schéma de jointure. Donc là, il s'agit de décrire le schéma de jointure entre les données sources. Ici, je suis sur un exemple simple où toutes mes tables sources viennent de la même base de données. On pourrait être multisource, bien entendu. On pourrait avoir des données qui viennent de plusieurs systèmes différents. Et évidemment, il faudrait aussi indiquer quelles sont les jointures logiques entre ces différents objets. Donc là, en se basant sur les clés primaires et les clés étrangères, on voit qu'il a parfaitement compris la structure et qu'il a identifié le contenu des différentes tables. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Si vous préférez le faire à la main, si vous devez le faire à la main, c'est évidemment aussi possible. Vous prenez une table, vous la glissez sur une autre et vous définissez vos propres jointures. Donc ici, on a identifié les données sources sur lesquelles on souhaitait travailler. Tout Data Warehouse qui se respecte a au moins une dimension de temps, donc on va lui demander de nous générer également automatiquement les tables qui vont bien pour créer plus tard des dimensions de temps, donc les tables sont générées automatiquement. Alors, pardon. Donc, premier niveau, je suis en train de modéliser mon Data Warehouse en typologie Data Vault. Je vais commencer par décrire les données sources. Alors, on est en démo, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Donc ici, on voit que chaque table source, elle a été évidemment identifiée en termes de contenu. On a parfaitement compris quel était son contenu et son type de données. Jusque-là, c'est pas très compliqué. On a une première question ici à se poser sur la gestion de l'historique. Alors, la raison pour laquelle on utilise une typologie Data Vault, c'est pour gérer ce qu'on appelle les slowly changing dimensions, les dimensions à évolution lente, si vous connaissez le monde du Data Warehouse. Si vous connaissez moins, il s'agit des attributs dans les dimensions qui changent dans le temps. Là, j'ai l'exemple du client. Ça, c'est la fiche client. Donc aujourd'hui, mon client, il a un numéro, il a un nom, il a une adresse, etc. Éventuellement, tout ça, ça pourrait changer dans le temps. Mon client, il a le droit de changer un certain nombre de choses. Par exemple, il pourrait changer le nom du contact chez le client. Eh bien, cet attribut qui est le nom du contact, j'ai la possibilité de choisir si je souhaite ou pas historiser les valeurs, conserver les valeurs historiques du nom du contact. Bon, on va se dire que d'un point de vue analytique, c'est pas très utile, ça, le nom du contact. Donc, je vais pas garder les valeurs historiques des noms de contact. Je vais pas non plus éventuellement garder les valeurs historiques du nom de la société. Si la société venait à changer de nom, je vais uniquement retenir le dernier nom de la société. Sinon, ça va amener de la confusion dans ma gestion. Par contre, au niveau de l'adresse, si mon client déménage, s'il change de région, s'il change de pays, là, j'ai envie de conserver les différentes adresses historiques qu'il a pu avoir ce client pour être capable de faire une analyse géographique des ventes, mais en le resituant là où il se trouvait à l'époque. Donc pour faire simple ici sur la gestion des attributs dans les dimensions à évolution lente, type 1 veut dire que je ne garde pas les valeurs historiques, donc je ne conserve que la dernière valeur. Type 2, je veux garder les valeurs historiques.
Donc là, je ne garde pas d'historique sur le nom du contact, mais j'en garde sur l'adresse. D'un point de vue physique, pour ceux qui connaissent la modélisation DataVault, si vous ne connaissez pas DataVault, encore une fois, c'est pas du tout un problème puisque c'est géré automatiquement en coulisses par l'outil Compose. Dans la typologie DataVault, chaque table source en fait va être stockée dans le Data Warehouse sous forme de 2 tables au minimum. Une table qu'on appelle le hub, qui contient en fait les données pour lesquelles on n'a pas de valeur historique. Donc là, on a le numéro du client dans l'application d'origine. Ici, on a la surrogate key du Data Warehouse qui est générée automatiquement. Et puis toutes ces colonnes ici sont des colonnes qui vont être mises à jour si elles changent dans le système source. Si le client change de nom, on va mettre à jour son nom dans cette table. Pour toutes les autres colonnes, celles pour lesquelles je veux garder un historique, eh bien automatiquement, ça va me créer une table de type satellite où je retrouve la surrogate key et puis je retrouve une fourchette de date de valeur. Et donc là, ce client, de telle date à telle date, il habitait par exemple dans telle région. Et le jour où il déménage, on vient fermer ici la to-date, on crée une nouvelle ligne dans cette table satellite, et de cette nouvelle date jusqu'à une date future, il habite dans la nouvelle région. Donc ça, c'est typiquement la typologie DataVault pour conserver facilement les valeurs historiques dans les attributs. Alors l'autre point que l'on peut également faire, si on prend les tables, prenons la table ligne de commande ici, Order Details, on retrouve évidemment toutes les colonnes. Alors pour faire simple, pour la démo, je vais intégrer tout dans le Data Warehouse, je ne vais pas prendre le temps de faire le ménage. Dans la réalité, évidemment, ce serait plus long que ça. Par contre, je constate que dans cette table, j'ai une quantité, un prix unitaire, un discount, mais j'ai pas de colonne qui contient le montant de la ligne de commande. Donc là, je peux enrichir le modèle en créant une nouvelle colonne que je vais appeler revenu. Je vais indiquer qu'elle est de type décimal. Ok. Donc là, j'ai créé une nouvelle colonne. On va y revenir dans une minute sur comment on alimente maintenant cette colonne. C'est là que je stockerai donc le montant de la ligne. Donc voilà, très rapidement sur la première étape, modélisation du Data Vault, du Data Warehouse en typologie Data Vault. Essentiellement, on va enrichir le modèle si besoin et indiquer comment on veut gérer l'historique des données si on souhaite le gérer. Donc là, je peux vérifier que tout va bien déjà. On va valider le modèle, ça c'est bon. Et je vais créer mon Data Warehouse. Donc là, je crée les tables du Data Warehouse. Très bien. Donc les tables sont créées, mais pour l'instant, elles sont vides. Il me reste maintenant à valider les flux d'alimentation qui vont emmener les données depuis mon ODS jusqu'à mon Data Warehouse. Donc les flux sont créés automatiquement par défaut. Bien que vous puissiez prendre la main dessus, évidemment. Donc si je reviens ici sur Order Détail, on voit que le flux, il est sans surprise unitaire. Hein. Les colonnes vont de la source vers la cible et on garde le même nom. Je retrouve ici ma colonne revenu que j'ai créée, mais pour laquelle j'ai pas indiqué comment l'alimenter. Mais ici, je vais lui expliquer que le revenu, c'est une colonne calculée et que la formule de calcul, eh bien, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire multiplié par, enfin, en retirant le discount, donc 1 moins le discount qui est un pourcentage. Ok, et donc là j'ai défini la formule de calcul. Ça peut évidemment être beaucoup plus complexe que ça. On a plein d'autres fonctions qui existent au niveau des règles de calcul. Vous avez la possibilité de définir vos propres transformations. Au pire, si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez même le faire en code SQL, c'est-à-dire que vous pouvez fournir le propre code SQL qui viendra en complément des flux générés par Compose pour alimenter le data warehouse si vraiment c'était très complexe. Deux, trois petites choses à ce niveau. Vous avez la possibilité, évidemment, on est en démo, donc on n'a pas le temps de tout couvrir malheureusement. On a ici un élément de data quality, qui est un élément, par contre, là, qui est important. La qualité de données, évidemment, c'est quelque chose de primordial sur un data warehouse. Vous avez la possibilité, sans code, hein, on va le voir tout de suite, de définir des règles de validation de données et éventuellement des règles de rejet de données ou de transformation. Donc les cleansing rules qui sont en haut sont des règles de transformation. Vous lui dites si la donnée atteint telle valeur, je force une autre valeur. Donc là, c'est de la correction ou de mettre des règles de validation, donc on va en mettre une. On va imaginer que sur la colonne discount, le discount ne devrait jamais dépasser 20%. Et si le discount dépasse 20%, c'est une anomalie. Donc je vais décrire cette anomalie. Donc l'anomalie, c'est quand le discount est supérieur à 0.20. Donc là, je lui explique que éventuellement cette anomalie de données pourrait se produire, mais surtout ici, je lui indique quoi faire si cette anomalie se produit. Je peux rejeter la ligne, hein, tout simplement, donc ne pas l'intégrer au data warehouse. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter cette ligne, mais je vais la reporter. Donc reporter, ça veut dire que je vais être capable de faire des rapports d'anomalie de données. Encore une fois, tout ça totalement automatisé. On va y arriver dans une seconde. Donc là, j'ai fini sur la partie modélisation. Bon, dans la vraie vie, évidemment, c'est beaucoup plus long que ça. Je vais lui demander de générer le code
Alors, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, on génère du code SQL qui va être exécuté par la base cible. On n'est pas dans une logique ETL, mais dans une logique ELT. On génère du code, et ce code, en fait, il va être exécuté au moment du chargement du data warehouse par le data warehouse cible sur lequel on veut charger. Donc, on est bien dans de l'ELT. Donc ici, pour l'alimentation de mon data warehouse, donc on voit qu'il m'a généré plus de 1000 instructions SQL. On peut y jeter un coup d'œil. On va juste jeter un petit coup d'œil rapide à la gestion d'erreurs. J'ai mis une règle de contrôle d'anomalie sur le discount qui ne doit pas dépasser 20%. Eh bien, on voit que si le discount venait à dépasser 20%, donc ça c'est le code SQL qui a été généré automatiquement, hein. Si le discount venait à dépasser 20%, eh bien, je vais alimenter une table. Cette table va elle-même être créée automatiquement, donc order détail exception, dans lequel je vais stocker toutes les lignes d'anomalie potentielles. Charge à vous après évidemment de faire des requêtes sur ces tables et de regarder quelles sont les anomalies pour les traiter et les corriger. Ok, alors le code pour alimenter a été généré, donc là on est, oups, pardon, on est prêt à l'exécuter, donc je vais exécuter le chargement. Donc là en fait je vais exécuter le chargement du data warehouse à partir de l'ODS, donc les 1000 instructions SQL qui avaient été générées automatiquement. Ok, mon data warehouse est chargé. Donc mon data warehouse est maintenant chargé. Dernière étape, je vais créer ce qu'on appelle les data marts. Data marts, ce sont des modèles étoiles, hein, donc tout à fait classiques, avec une table de faits et des dimensions autour. Donc je vais créer une première table de faits, donc je vais appeler sales, hein, puisqu'on analyse les ventes. Je vais lui demander de stocker toutes les transactions, donc au niveau de la granularité, donc tous les faits seront dans la table de faits. On peut travailler en agrégé si on souhaite avoir des tables de faits plus compactes, mais évidemment avec moins de détails, ou des situations dans le temps, comme pour les stocks par exemple, ou les systèmes RH. Donc, je vais lui demander d'alimenter ma table de faits en se basant sur les tables commande et ligne de commande, order et order détail. Très bien. Donc, il me propose dans la partie droite un modèle en étoile. Je peux l'accepter tel quel, ou je peux le modifier en lui disant par exemple que je ne veux pas intégrer de dimension sur le transporteur, mais que par contre, je voudrais bien une dimension de temps sur la date de commande et une dimension de temps sur la date de livraison. C'est assez courant ça comme modèle. Ok, et pour la gestion des dimensions à évolution lente, je vais lui indiquer que ma date de référence, c'est la date de commande. Ok, mon modèle en étoile, il est prêt, en tout cas il est designé, je n'ai plus qu'à créer les tables, générer le code qui va alimenter ce modèle étoile à partir du data warehouse, et puis exécuter ce code. Alors, le code s'exécute. Je vais ouvrir mon application Click. Donc là, le modèle en étoile a été créé. Donc si je reviens à mon schéma de démonstration, oups, voilà. Donc je suis parti de mon ERP. Replicate a alimenté un ODS, j'ai modélisé un data warehouse, j'ai modélisé un data mart. Dernière étape, je vais évidemment connecter ClickSense maintenant à ce modèle étoile que je viens de créer. Alors l'application a déjà été créée, donc la connexion a déjà été créée. Donc je vais juste ouvrir mon dashboard dans ClickSense. Ok, donc on retrouve ici donc le modèle en étoile qui a été créé, donc avec ma table de faits et les dimensions qui sont autour. La connexion, elle a bien eu lieu. J'avais déjà créé un dashboard au préalable. Donc ici, j'analyse les ventes mensuellement. Ici, j'ai mes meilleurs produits, mes meilleurs clients. Alors, je vous montre ce dashboard parce qu'en fait, on va faire maintenant une modification de données. On va voir comment ça se répercute au niveau du dashboard. Donc, un point important, si on regarde les ventes, la dernière vente a eu lieu en décembre 2019 dans mon dashboard. On va créer une vente dans le RP pour voir comment ça se répercute sur le modèle en étoile. Alors, je vais ouvrir l'application ERP. Alors ça, c'est l'application ERP de démonstration, hein, évidemment, qui alimente donc mon ERP de démonstration. Donc, je vais ouvrir une fiche client. Donc, je vais ouvrir le client qui s'appelle Bonap, par exemple. Donc, ce client, je vais venir faire une modification. Je vais changer le nom du contact. Donc, je vais mettre mon nom comme nom de contact. Je vais enregistrer cette modification. Et puis, pour ce client, je vais créer une nouvelle commande.
en date d'aujourd'hui, par défaut, ça ira très bien. Et sur cette commande, je vais ajouter un produit, du camembert, le prix c'est 30, la quantité c'est 100 par exemple. Donc là, je passe une commande de camembert pour un client qui s'appelle Bonap. Bon, voilà. Très rapidement, j'ai fait des modifications dans le RP. Si je retourne dans Replicate, l'outil de réplication, donc lui, qui était en surveillance, donc il est en surveillance, il a identifié les modifications dans le système source. Donc il a vu que sur Customers, j'ai fait un update. Il voit que sur Order Detail et sur Order, j'ai fait une insertion de ligne. Ça, c'est typiquement le rôle du moteur de Change Data Capture, d'identifier les modifications qui ont lieu, de les répercuter vers le système de destination qui est donc l'ODS. Je retourne dans mon client SQL. On voit en fait que dans l'ODS, en fait, chaque table est créée en fait en 2 exemplaires. Donc un premier exemplaire, ça c'est la table client, donc qui contient les données évidemment du client, et Customer CT, donc CT c'est Change Table, c'est une table technique dans laquelle on stocke en fait les modifications qui sont apportées aux données sources. C'est une espèce de table log technique tout à fait intéressante. On voit par exemple ici que sur le client Bonap, à la date évidemment d'aujourd'hui, j'ai fait une modification, que l'image, j'ai ici l'image avant et l'update qui a eu lieu. Donc l'image avant, c'était que le nom du contact, c'était Laurence Lebihan, et que maintenant, c'est Jean Atienza. Ces tables techniques sont très intéressantes pour nous parce qu'elles nous servent pour faire une mise à jour optimisée des data warehouse, mais également des data lakes. D'ailleurs, c'est vers les data lakes qu'on envoie également ce genre d'infos techniques sur les modifications. Je vais maintenant actualiser mon data warehouse. On s'imagine qu'il est maintenant l'heure d'actualiser le data warehouse. Je ne vais pas reprocesser en fait toutes les données. Je ne vais traiter que les données qui ont changé. Donc, je vais créer une tâche d'actualisation de mon data warehouse. Mise à jour, je ne vais pas être très original au niveau du nom. OK. Et la mise à jour d'un data warehouse pour moi, c'est quoi? Eh ben, c'est de processer uniquement les données qui ont été modifiées en CDC, puis d'actualiser mon modèle en étoile. Bon, là, je n'en ai qu'un, donc dans la pratique, c'est bien souvent beaucoup plus complexe que ça. Donc là, j'ai une tâche d'actualisation. Pour moi, en fait, ça va juste ressembler à ça. C'est une tâche très optimisée puisque dans la partie CDC, déjà primo, je ne vais pas aller redéranger l'ERP. Donc le soir, quand vous actualisez le data warehouse ou à la fréquence que vous voulez, c'est pas la peine de se reconnecter à l'ERP puisque je sais exactement les modifications qui ont eu lieu dans l'ERP grâce aux tables techniques et c'est ce que je traite ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre à jour mon modèle en étoile. Donc là, la mise à jour de mon data warehouse est terminée. Si je retourne dans mon dashboard ClickSense et que j'actualise les données, eh bien on voit que j'ai maintenant des commandes qui ont eu lieu en octobre 2020, donc ça c'est ma commande, et si je la sélectionne, c'est bien du camembert Pierrot, c'est bien pour le client Bonap et c'est bien pour une valeur de 3000. Donc voilà la chaîne complète que je voulais vous montrer en termes de scénario de démonstration, hein, donc qui implique les outils Replicate et Compose pour Data Warehouse, pour la création automatisée assistée en mode agile du Data Warehouse et du Data Mart. Encore une fois, les points forts, hein, c'est il s'agit de travailler en mode agile. Donc on génère tout le code nécessaire. Donc là, vous voyez, on est dans un cas extrême de démonstration, hein, je vous le concède facilement. Dans la vraie vie, vous aurez sûrement des modifications plus avancées à faire que ce que moi j'ai fait, mais la trame est là, tout fonctionne. Vous avez tout de bout en bout qui est parfaitement opérationnel. Il ne vous reste plus qu'à enrichir le modèle avec vos besoins spécifiques et vous avez travaillé en mode agile. Derrière, vous avez une modification à faire, vous revenez sur la chaîne et vous effectuez vos modifications. Alors, je crois que j'en ai fini sur la partie que je voulais vous montrer. Donc, je vais arrêter mon partage ici. Et je vais redonner la main à Sabine pour la partie questions-réponses.